Bonjour à tous, je suis Géraldine Cancel-Tassin et donc je vais vous présenter les facteurs de risque du cancer de la prostate et les biomarqueurs diagnostiques. Euh, D'abord, je reviens sur quelques éléments que vous avez pu voir dès ce matin, notamment en vous rappelant que le cancer de prostate est le cancer le plus fréquent chez les hommes en population française et la deuxième cause de décès par cancer chez les hommes en France. Mais si c'est le cancer le plus fréquent, il existe quand même des disparités régionales pour ce cancer de prostate, avec des disparités aussi bien pour l'incidence que pour la mortalité, et notamment une incidence et une mortalité plus élevées aux Antilles, qui reflètent en fait l'origine de la population antillaise qui est majoritairement d'origine africaine. Et en effet, parmi les facteurs de risque qui sont avérés pour le cancer de prostate, une origine africaine est un facteur de risque reconnu, avec environ 2 fois plus de risque de cancer de prostate dans la population d'origine africaine que les populations d'origine européenne ou asiatique. Les 3 autres facteurs de risque avérés pour le cancer de prostate sont l'âge, avec plus de 60% des patients qui sont diagnostiqués après 65 ans, des antécédents familiaux de cancer de prostate ou de cancer de sein avec un risque plus élevé. En fait, si on a des apparentés au premier degré qui sont atteints de cancer de prostate, cancer de sein ou de cancer d'ovaire. Et j'y reviendrai avec la diapositive suivante. Et aussi, on évoque... il est reconnu l'existence de facteurs génétiques impliqués dans le cancer de prostate. Alors, en ce qui concerne les antécédents familiaux, vous voyez ici sur cette courbe que le risque de développer un cancer de prostate est toujours plus important pour les patients pour les hommes, qui ont un antécédent familial, une histoire familiale de cancer de prostate. Et vous voyez ici sur la courbe, les patients qui ont une histoire familiale, soit en bleu ou en rouge, ont un risque plus élevé que les hommes qui n'ont pas d'histoire familiale. Et même dans l'étude américaine, la large étude américaine du PLCO, qui n'avait pas montré en fait de bénéfice d'un dépistage organisé sous forme de dosage annuel de PSA et d'un toucher rectal dans l'ensemble de la population en général, il y avait un bénéfice en fait du dépistage organisé sur la mortalité par cancer de prostate chez les hommes qui avaient des antécédents familiaux de cancer de prostate, avec une mortalité qui était diminuée de plus de 50% dans cette population. Alors, de quoi parle-t-on quand on parle des facteurs de risque génétiques dans le cancer de prostate ? En fait, au sein des formes de cancer de prostate, on distingue plusieurs formes dites génétiques, des formes familiales. Et parmi celles-ci, on distingue les formes héréditaires qui représentent environ 5% des cas de cancer de prostate. Et dans ces formes héréditaires, en fait, elles répondent à des critères très spécifiques, très stricts, dont les premiers ont été établis en 1993 par les Carter et collaborateurs. Dans ces familles, en fait, il faut qu'il y ait 3 apparentés au premier degré qui sont atteints de cancer de prostate, soit 3 individus sur 3 générations de la même branche familiale qui ont un cancer de prostate, ou alors l'existence de 2 cas de cancer de prostate dans la famille avec un âge de diagnostic qui est inférieur à 55 ans. Ces critères de Carter, ils ont été étendus après par Cusno et Valéry aux familles pour lesquelles on avait des cas de cancer de prostate, au moins 3 cas sur 2 générations, mais avec une transmission maternelle en fait possible de la maladie. Et enfin, elles ont ensuite été étendues à des familles pour lesquelles il y avait à la fois une agrégation de cas de cancer de prostate et d'autres cancers comme le cancer du sein ou les cancers des ovaires. Donc, comme je vous ai dit, ces formes héréditaires, elles correspondent à environ 5% des cas, mais il existe aussi des formes familiales qui correspondent à 15% des cas et qui correspondent à des agrégations familiales où on a au moins 2 apparentés au premier degré qui sont atteints de cancer de prostate. Dans ces formes héréditaires et dans une partie des formes familiales, en fait, l'hérédité serait de type monogénique, avec la transmission, en fait, l'implication d'une mutation rare d'un gène. Une mutation rare, ça veut dire qu'une mutation qui a une fréquence rare, mais qui a un effet important, qui confère un risque important de développer un cancer de prostate.
que sont les gènes qu'on connaît qui sont impliqués dans ces formes héréditaires monogéniques de la maladie. Les premiers qui ont été mis en évidence et les plus importants sont les gènes de réparation de l'ADN par la recombinaison homologue. Et au premier lieu, en fait, ce sont les gènes, la mutation du gène BRCA2 qui est le plus fréquemment muté dans ces formes monogéniques de la maladie. On retrouve également les gènes ATM, SHEC2 et à un moindre degré NBN, PALP2, BRCA1, PRIP1 ou RAD51C. La deuxième catégorie de gènes qui sont impliqués dans les cancers de prostate héréditaires sont les gènes de modulateurs de la voie signalétique du récepteur des androgènes, avec le gène OXB13 et un long non-coding RNA qui s'appelle Casque19. Enfin, les autres gènes qui ont été impliqués dans la prédisposition héréditaire au cancer de prostate sont les gènes de réparation des mésaillements de l'ADN, avec en premier lieu le gène MSH2. En fait, la mutation de ces gènes a été associée à des phénotypes particuliers, pour certains à un âge plus précoce de début de la maladie et pour d'autres à une agressivité plus importante. Ce qui est à retenir surtout, c'est que le gène BRCA2, lui, il a été à la fois associé à une précocité de la maladie plus importante, mais aussi à une agressivité. Et cette agressivité, cette association à l'agressivité, on le retrouve en fait quand on regarde la fréquence des mutations constitutionnelles des gènes de réparation, l'ADN, chez les patients métastatiques, avec un cancer de prostate métastatique, et notamment pour le gène BRCA2. Et vous voyez ici dans la cohorte progène, dans la cohorte progène, on a retrouvé la fréquence de la mutation BRCA2 à 4%, alors qu'elle a été reportée dans la population totale des cancers de prostate à être de l'ordre de 1,1 à 2,2%. Donc on retrouve bien que cette mutation de ce gène BRCA2 est particulièrement impliquée dans les formes les plus agressives de la maladie. Et effectivement, quand on regarde l'association entre les mutations de BRCA2 et la mortalité, vous voyez ici que le risque de développer un cancer de prostate, quand on est porteur d'une mutation BRCA2, il est multiplié par 2, mais le risque de mourir de son cancer de prostate, il est multiplié par plus de 15 fois. Et quand on regarde ici les courbes de mortalité, on voit que les patients qui sont porteurs de la mutation BRCA2 ont une médiane de survie qui est bien moins importante que celle des patients qui n'ont pas cette mutation BRCA2. Alors, il est indispensable en fait d'essayer de pouvoir déterminer à un stade très précoce les porteurs de ces mutations BRCA2 et notamment de pouvoir les distinguer dans la population générale. Et donc nous avons au sein de notre équipe essayé de développer un score clinique de prédiction qui permette d'orienter les patients pour lesquels il serait nécessaire de rechercher ces mutations prédisposantes et qui ne se basent pas uniquement sur les arbres, enfin la prédisposition génétique, les formes héréditaires, en fait, d'élargir les formes héréditaires pour qu'on puisse prendre en compte aussi les patients qui étaient des formes plus agressives de la maladie. Nous avons donc proposé un score clinique de prédiction de recherche de ces mutations des gènes de prédisposition qui se base non seulement sur les antécédents personnels et familiaux de cancer de prostate. Vous voyez ici, par exemple, l'antécédent personnel de cancer du sein ou les antécédents personnels de cancer de sein et d'ovaire, et de rechercher, en fait, d'attribuer un score à tous les individus pour lesquels qui ont le plus d'antécédents familiaux, qui répondent à certains critères d'antécédents familiaux, mais qui prennent aussi en compte de l'histoire de la maladie au sein de la famille. Donc on regarde les cas index, mais également leurs apparentés au premier degré qui ont un cancer de prostate, et s'ils ont en fait un cancer de prostate qui est plus agressif, ils vont avoir un score plus important. Et si le score en fait de l'individu est supérieur à 3, il est recommandé de faire une recherche de mutation constitutionnelle. Alors si une portion non négligeable des cas de cancer de prostate répondent à une transmission monogénique de la maladie, en fait la majorité des cas de cancer de prostate, puisque
une partie des formes familiales, mais également l'ensemble des formes sporadiques qui correspondent à environ 80% des cas de cancer de prostate, répondent à une autre transmission, à une transmission dite polygénique. Dans ce cas-là, c'est une implication de nombreux variants génétiques qui sont beaucoup plus fréquents que qui sont plus fréquents que ces variants, que les mutations rares, mais qui ont chacun un effet faible. Et en fait, c'est l'accumulation de l'effet de chacun qui va augmenter le risque de la personne. À l'heure actuelle, il y a plus de 451 variants génétiques qu'on appelle SNP, Single Nucleotide Polymorphisme, qui sont associés au risque de développer un cancer de prostate. Chacun est relativement fréquent dans la population, mais chacun va conférer un risque qui est additif pour la personne. Et vous voyez ici, dans ce petit schéma, que les 1% d'hommes qui ont le plus d'allèles à risque de ces 451 marqueurs vont avoir un risque multiplié par 12 de développer un cancer de prostate. Et effectivement, ces scores polygéniques pourraient être utilisés pour la détection des cancers de prostate agressifs. On voit ici, sur cette étude qui a été menée par l'équipe de Sebert et collaborateurs, que les patients qui ont le plus d'allèles à risque ont ont un risque plus important d'avoir une biopsie prostatique positive. Donc il y a bien une corrélation entre le nombre d'allèles à risque dont sont porteurs les individus et le risque de développer un cancer de prostate. De la même façon, ce score génétique, il peut être utilisé pour affiner le risque des patients qui sont porteurs de mutations héréditaires. Dans ces études qui portaient sur 438 hommes BRCA1 et 1318 hommes BRCA2, qui ont été analysés avec un score de risque génétique, appelé aussi PRS pour Polygenic Risk Score, de 147 SNP, donc qui ne contient pas tous les SNP qui sont connus maintenant, et qui a étudié le risque de développer un cancer de prostate chez ces porteurs de mutations. On voit que le risque, en fait, des porteurs de mutations héréditaires est modulé par ces variants génétiques de susceptibilité. Et là, on voit par exemple chez les hommes BRCA2, pour ceux qui ont le moins de risque des allèles, des variantes génétiques de susceptibilité, le risque à 85 ans va être de l'ordre de 34% de développer la maladie. Mais par contre, chez les 5% d'hommes qui ont le plus d'allèles à risque de ces variantes de susceptibilité, le risque atteint pratiquement 88% de développer un cancer de prostate à l'âge de 85 ans. Ces variants génétiques, ils permettent aussi en partie d'expliquer la différence de susceptibilité à la maladie en fonction des origines des populations. En effet, ce qu'il a été retrouvé, c'est que la fréquence des allèles à risque de certains variants génétiques était différente selon les populations. Et vous voyez ici, pour certains de ces marqueurs qui sont associés au risque de cancer de prostate, ils sont présents à 99 ou à plus de 90% dans la population d'origine africaine. Ceci pourrait expliquer en partie le fait que les populations d'origine africaine aient plus à risque de développer un cancer de prostate. Cette différence de fréquence aussi de ces variants génétiques sous-tend des profils mutationnels différents et des profils, on va dire, somatiques, dont parlera peut-être plus Gaëlle Fromont à ma suite. En tout cas, ces différences de fréquence de variants génétiques sous-tendent aussi à une variation somatique que l'on retrouve dans les tumeurs des patients d'origine européenne ou origine africaine. Alors, quels sont les autres facteurs qui sont suspectés dans le cancer de prostate ? Il y a beaucoup de facteurs qui ont été évoqués pour de risque dans le cancer de prostate, que ce soit des facteurs potentiellement modifiables, comme le tabac, qui a été associé à un risque de mortalité par le cancer de prostate, que ce soit l'obésité, des facteurs d'alimentation, l'inflammation chronique avec les infractions ou des consommations médicamenteuses, l'activité physique ou sexuelle, et même le statut marital. Des facteurs non modifiables ont été évoqués, comme la taille, des facteurs d'exposition professionnelle et environnementale, comme l'exposition aux métaux lourds, aux pesticides, ou le travail de nuit qui induit une perturbation du rythme circadien.
Mais souvent, toutes ces études ont retrouvé des résultats contradictoires, n'ont pas été confirmés par des études complémentaires, et il est vraiment nécessaire de développer de nouvelles études pour venir à confirmer certains de ces facteurs. Alors, quelle est la problématique des facteurs de risque dans le cancer de prostate? En fait, la problématique est de différencier les facteurs de risque qui sont causaux, les facteurs de risque qui vont directement impacter le cancer de prostate, des facteurs de risque qu'on dira confondants. Ces facteurs de risque, en fait, ils n'agissent pas directement sur le cancer de prostate, mais ils vont venir modifier les performances du test PSA, pardon. En fait, et c'est en modifiant les performances de ce test PSA qu'ils vont PSA, oh là là, ça y est, je suis partie sur PSA 3, désolée. En modifiant en fait le dosage, les valeurs du dosage du PSA, ils vont venir impacter en fait notre possibilité de détecter le cancer de prostate. Puisque, comme vous le savez, en fait, pour le cancer de prostate, on utilise un seuil spécifique à chaque fois quand on veut détecter le cancer de prostate. Pardon. Alors, quels sont ces facteurs qui peuvent venir moduler le PSA? Au premier lieu, il y a des variants génétiques, en fait. Les variants génétiques qui sont situés au sein du gène KLK3, qui est le gène qui code pour la protéine du PSA. Il a été montré que certains variants de ces gènes, que des variants du gène KLK3, en fait, qui sont situés soit dans la région promotrice du gène ou même au sein du gène même, vont venir moduler, pour venir changer la valeur du PSA. Et vous voyez ici, dans cette étude menée sur la cohorte PLCO, où on a étudié 5 SNP du gène KLK3, qu'il existe en fait une corrélation entre le taux du PSA et les allèles de ces variants, de ces 5 variants. Et en fonction de la composition en fait dont on est porteur de ces allèles, de ces 5 variants, on va avoir un taux de PSA qui va pouvoir être inférieur et qui va moduler en fait, agir sur le taux de détection de cancer de prostate. En plus de ces variants génétiques qui sont situés au sein du gène KLK3 qui code pour le PSA, il y a aussi des variants génétiques qui sont situés dans d'autres régions chromosomiques, qui peuvent aussi venir moduler le taux de PSA. Et vous voyez dans cette étude que nous avons réalisée dans la population progène que 5 SNP qui ne sont pas du gène PSA, du gène PSA, vont pouvoir également moduler l'expression du taux de PSA. En fait, vous voyez ici qu'en fonction de la combinaison des allèles, vous voyez ou non, vous voyez pas en fait sur l'écran donc d'accord. Donc en fait, en fonction de la composition des allèles de ces variants situés dans différents endroits, de différentes régions chromosomiques, on va avoir un taux d'expression du PSA qui est différent. Il existe aussi une variabilité du taux de PSA en fonction de l'origine des populations. Et on voit ici, chez les hommes dont le dosage a été effectué entre 60 et 69 ans, que le taux de PSA moyen est différent selon les populations, avec un taux de PSA qui peut être plus élevé dans la population d'origine africaine que dans les populations d'origine européenne et plus faible dans les populations d'origine asiatique. D'autres facteurs, en fait, tous les facteurs qui peuvent moduler le taux d'androgène peuvent aussi moduler la valeur du PSA. Comme on l'a vu ce matin, le PSA est sous la dépendance des androgènes. Et donc, tout facteur qui va pouvoir agir sur la variabilité des taux d'androgène va aussi avoir un impact sur la valeur du PSA. Et on voit ici, dans cette diapositive, que plus les patients ont une obésité sévère, plus leur taux médian de PSA est faible. De la même façon, les facteurs biométriques qui vont avoir un impact sur le volume prostatique vont également pouvoir moduler le taux de PSA. Vous voyez ici que plus le volume de la prostate est important,
quelle qu'en soit la raison, plus le taux de PSA va être élevé. Un autre exemple, c'est les inhibiteurs de la 5-alpha-réductase qui diminuent le taux de PSA. En fait, ces inhibiteurs de la 5-alpha-réductase ont été utilisés pour des essais de chimioprévention du cancer de prostate et les premiers résultats dans des premières années avaient conclu à ce que les 5-alpha-réductase n'étaient pas un bon médicament pour l'inhibition, pour lutter contre le développement du cancer de la prostate, et notamment en fait qu'il conduisait un diagnostic de cancer agressif plus important. Mais en fait, quand on fait les études qui ont été plus tardives, de ces mêmes études, mais revues une quinzaine d'années après, ont montré qu'il existait un bénéfice du phédestéride, pour la prévention des cancers de prostate. Pourquoi une différence, en fait? C'est parce que l'action des inhibiteurs de 5-alpha-réductase induit une diminution du taux de PSA, et si on utilise le même seuil de taux de PSA que la population générale dans cette population qui a été traitée avec les inhibiteurs de 5-alpha-réductase, ils vont être diagnostiqués de façon plus tardive et éventuellement à un stade plus agressif. D'autres médicaments comme les statines, les diurétiques thiazidiques ou les anti-inflammatoires non stéroïdiens ont été également rapportés comme modulant et diminuant le taux de PSA. De la même façon, un certain nombre de pesticides qui ont été rapportés en ayant une activité anti-androgénique ou œstrogénique pourraient modifier la valeur du taux de PSA. En effet, ils vont venir interagir ou perturber l'action de la testostérone ou de la déstrostérone sur les récepteurs androgènes, qui va avoir évidemment un retentissement sur le taux d'expression du PSA. Au final, de nombreux mécanismes vont pouvoir venir moduler le taux de PSA et doivent être pris en compte pour évaluer la valeur du taux de PSA, notamment dans un cadre diagnostique. En effet, tous les facteurs qui vont pouvoir augmenter le volume prostatique, c'est-à-dire qui vont augmenter le taux de PSA circulant qu'on va détecter, vont être associés à un cancer, à une augmentation du diagnostic de cancer indolent et de cancer qui ont un pronostic favorable, alors que tous les facteurs qui vont venir diminuer l'activité androgénique vont être associés à un risque de diagnostic de cancer plus agressif, un diagnostic retardé, et donc de cancers qui ont un pronostic plus défavorable. Il est donc important dans une étude dans un dépistage organisé ou dans un dépistage de cancer de prostate, de prendre en compte tous les facteurs qui modulent à la fois le risque de cancer de prostate, mais également qui vont moduler les performances du test de PSA. Effectivement, il faudra effectivement également associer tout ce qui peut être les déterminants sociaux qui vont retarder le diagnostic et la prise en compte du dépistage. Alors, de façon, comme je vous l'ai montré, le PSA n'est pas un marqueur, et comme on en a déjà évoqué ce matin, le taux de PSA n'est pas un marqueur parfait pour le cancer de prostate, ce qui a conduit de nombreuses équipes à tenter de développer des nouveaux outils, de nouveaux biomarqueurs et notamment des tests sériques. Mais à l'heure actuelle, la majorité des tests sériques qui sont à disposition, comme le FI, le CACA-score ou l'ISO-PSA, se basent essentiellement sur le dosage du PSA et des isoformes ou des formes complexées ou libres du PSA. Un autre test qui a été développé est le Stockholm 3. Celui-là, il a l'intérêt d'avoir
d'intégrer à la fois des dosages dans le PSA et certains de ses isoformes, mais aussi d'autres gènes, d'autres protéines sériques comme MYC1 ou MSMB. Et surtout, il associe 232 variants génétiques de susceptibilité. Donc l'intérêt peut-être maintenant est de pouvoir développer des tests qui combineraient non seulement le PSA, mais aussi d'autres gènes d'intérêt, d'autres protéines d'intérêt et des variants de susceptibilité, et même peut-être des mutations des gènes des mutations de forme héréditaire. Alors, ce que je voulais quand même vous dire, c'est que l'outil, le PSA n'est pas un outil de prédiction qui est inintéressant tout à fait. C'est un outil de prédiction qui reste intéressant pour les cancers de prostate agressifs, notamment si on l'utilise de façon précoce. L'étude de Lija et al. Ont montré que le dosage de PSA, s'il est utilisé de façon précoce, était un bon marqueur pour prédire le risque de développement de cancer métastatique à 25 ans. Et en fait, vous voyez ici, dans cette étude de Lija et al., ils ont montré que si le PSA était supérieur à 1,6 nanogrammes par ml chez les hommes à un âge inférieur à 50 ans, le risque de développer des métastases au bout de 25 ans était supérieur à 8%. Alors que si ce dosage est inférieur à 0,7 nanogrammes par ml à un âge inférieur à 50 ans, le risque de développer des métastases est inférieur à 1%. De la même façon, dans l'étude menée par Finati et collaborateurs, ils ont montré que si on effectuait un dosage du PSA entre 40 et 59 ans, en fonction de la valeur de ce taux de PSA au moment de ce premier dosage, le risque de mourir de son cancer de prostate était différent. Plus on a un taux de PSA faible entre 40 et 59 ans, plus son risque de développer un cancer de prostate létal est faible. De nouveaux marqueurs protéiques sont en cours de développement et de caractérisation et pourront venir compléter les biomarqueurs que je vous ai déjà présentés. Il y a aussi des tests urinaires qui ont été développés pour le cancer de prostate. Ces tests urinaires, comme l'a présenté Madame Prevaskaya ce matin, en fait, ils reposent souvent sur le dosage de PCA3, le PCA3, de l'expression du gène PCA3 et de l'existence de la fusion ERG-TMPRSS2. Mais comme l'a dit Madame Prevaskaya, il n'y a aucun de ces tests urinaires actuels développés qui sont utilisés en routine. Et nous, dans notre étude sur la cohorte Progène, qui se basait uniquement sur des hommes à haut risque de génétique de cancer de prostate, où nous avons évalué à la fois la place de l'IRM et de certains de ces marqueurs urinaires ou sériques, que ce soit Phi, le PCA3, le Select MDX ou la fusion T2-ERG, nous avons pu mettre en évidence que le meilleur outil restait l'IRM multiparamétrique. Et que la place de ces marqueurs reste encore à bien définir dans une stratégie diagnostique. Je vous remercie. Une fois passé la génétique, ce qu'on peut trouver dans le sang, l'urine, qu'est-ce qu'on peut trouver dans les tissus, notamment sur les biopsies diagnostiques, pour évaluer le risque métastatique, puisque finalement, c'est ces cancers-là qu'on veut diagnostiquer. Donc, il va y avoir des critères morphologiques, comme tout pathologiste, on commence par la morphologie. On a déjà beaucoup parlé du score ISUP qui a évolué, comme on l'a dit, au cours du temps, avec une valeur prédictive, notamment sur la survie sans métastase et sur la survie globale, que l'on peut voir à droite et qui s'est bien affiné au cours du temps. Donc, premièrement, le score ISUP, ce qui est également recommandé
c'est quand il y a du haut grade dans ce score, c'est-à-dire du grade 4 ou 5, il faut absolument que les pathologistes puissent fournir le pourcentage de score USUP parce que c'est pas du tout la même chose d'avoir un ISUP 2 avec 5 à 10% de grade 4 que d'avoir un ISUP 2 avec 40 à 45% de grade 4. Donc il y a un impact pronostic à la fois sur la survie sans récidive et sur la survie globale également. Donc c'est vraiment ce qu'on doit retrouver dans les comptes rendus pathologiques. Les critères morphologiques associés aussi avec le risque métastatique, on a parlé ce matin du carcinome intraductal, donc je vais plus vous en reparler. Et également, on y associe la composante cribriforme du grade 4. Alors le carcinome intraductal, c'est une colonisation des canaux, comme je vous le disais. Le fait d'avoir du carcinome intraductal, eh bien, ça ne va pas changer le score ISUP de la tumeur. Par exemple, on peut, comme on l'a dit ce matin, avoir un ISUP 1 ou 2 avec du carcinome intraductal. Par contre, le cribriforme, c'est une forme de grade 4. Je vous ai dit ce matin, maintenant, il y a 4 ou 5 formes de grade 4. Et le cribriforme, en fait, il doit être reconnu. Il ressemble sur les lames HES à du carcinome intraductal et il nous faut un marquage supplémentaire de présence ou d'absence de la couche basale pour dire si c'est du CID ou si c'est du cribriforme. Donc ça y ressemble. Les deux ont un pronostic péjoratif, mais le cribriforme rentre dans le grade 4. Donc on ne peut pas avoir du cribriforme avec de l'ISUP 1 par exemple. Alors la présence d'une de ces composantes ou des deux, on voit qu'elles sont souvent associées dans les publications parce qu'elles se ressemblent morphologiquement et qu'il n'y a pas eu toujours de marquage immunohistochimique pour distinguer les deux. Donc que ce soit le cribriforme ou l'intraductal sont vraiment associés à un risque de métastase beaucoup plus élevé et notamment pour le cribriforme, à un risque de métastase et de survie, diminution de survie beaucoup plus élevé que pour les autres formes de grade 4. C'est pour ça que quand on a du grade 4 sur les biopsies, il faut bien préciser si ce grade 4 inclut du cribriforme ou pas. Alors, il y a des caractéristiques moléculaires à ces deux particularités, CID et carcinome cribriforme. Notamment, ce sont des tumeurs qui, quand elles ont ce type de composante, vont être plus souvent mutées BRCA, en tout cas dans certaines études, et plus souvent également, on va avoir une perte d'expression de pitène. Par exemple, il y a beaucoup plus de perte de pitène dans le cribriforme que dans les autres formes de grade 4. Et on a donné ce matin la valeur prédictive également de la perte de pitène. Alors, est-ce que c'est différent biologiquement, une tumeur qui a ou qui n'a pas du carcinome intraductal ou du cribriforme? Donc là, c'est une étude sur des pièces de prostatectomie avec des métastases ganglionnaires, lésions multifocales avec plein de clones différents, biologiquement différents. Et on voit ici, alors il y avait un des cas où il y avait effectivement du haut grade avec du cribriforme, il y avait un des cas où il y avait du haut grade avec du carcinome intraductal, et vous voyez qu'il y a une séparation totale des lésions qui se ressemblent pourtant morphologiquement quand on regarde les lames, mais biologiquement, elles se comportent également différemment, ce qui peut expliquer leur potentiel métastatique plus élevé. Alors, on a essayé de mélanger, alors ça c'est relativement récent comme papier, de mélanger tous ces critères morphologiques ensemble pour voir ce que ça donnait. Et donc, dans cette étude, les auteurs ont identifié une pathologie défavorable comme étant du grade 4 cribriforme ou du grade 5, c'est-à-dire que les autres formes de grade 4 sont passées un petit peu à l'as, mais cribriforme de plus, avec une notion de taille, de plus de 0,25 mm, c'est-à-dire des grosses lésions cribriformes. Et manifestement, les grosses lésions cribriformes ont encore un potentiel d'agressivité plus important que les petites. Ou bien du carcinome intraductal papillaire. Eh bien, on voit à la fois sur le potentiel d'agressivité pour les bas risques, les ISUP 1 ou les ISUP 2 ou les ISUP 3, eh bien que le fait d'avoir cette association de pathologies défavorables va vraiment gréver le pronostic. Donc là, dans cette étude-là, il y avait à peu près
une centaine de CID ou de carcinome intraductal, également une centaine de formes métastatiques. Alors, est-ce qu'il y a des critères moléculaires? Maintenant, on en a déjà pas mal parlé ce matin de ces tests génétiques, hein, que ce soit, je ne vais pas trop revenir dessus, le Décipher, l'Oncotype DX ou le Prolaris. Il y en a quelques autres, mais ça, c'est vraiment les 3 les plus importants, qui vont chacun générer un score, hein, en fonction d'un différentiel d'expression génique. Et plus ce score est élevé, plus la pathologie est défavorable, avec un cut-off qui doit être défini à l'avance. Et ces tests génomiques sont maintenant inclus, hein, dans les études pour rechercher justement des facteurs de potentiel métastatique, parce qu'on essaye toujours de les comparer à ces fameux tests génomiques. Donc les voici, j'ai déjà montré ça ce matin, hein. Le facteur limitant, comme je l'ai dit, c'est que ça n'a pas toujours été testé dans des études qui ont associé l'IRM multiparamétrique, et puis qu'il faut un minimum quand même de taille tumorale pour les évaluer. Donc sur biopsie, parfois ça peut être compliqué. C'est pour ça que ça a été beaucoup effectué sur des pièces opératoires. Donc autre critère moléculaire, on a parlé de la perte de pétène, je crois que c'est quelque chose de vraiment important, qui sans doute bientôt sera testé en première intention au diagnostic des cancers de prostate avec un test immunohistochimique. En tout cas, ce n'est pas encore le cas, mais dans les mois ou les années qui viennent, ça devrait être le cas. Et dans cette étude-là, ils ont bien séparé deux types biologiques, hein, comme Olivier le disait ce matin, de cancer de prostate, les gènes de fusion positifs. Et dans ce groupe de cancer, c'est vraiment la perte de pétène qui va complètement gréver le pronostic, quel que soit le score ISUP. Et puis, un groupe de cancers qui n'ont pas de gène de fusion, qui peuvent être mutés SPOP. Et dans ce groupe-là, c'est la délétion de ces CHD1 qui va vraiment, vraiment gréver le pronostic. Donc, il faut arriver aussi, pour déterminer ces facteurs de potentiel métastatique, à tout d'abord stratifier les patients et les tumeurs en fonction de leur groupe de fonctionnalité biologique. Donc, on en a déjà parlé de cette étude-là, hein, qui a vraiment stratifié dans les bas risques en fonction de différents clusters qui n'avaient pas de valeur pronostique. Mais là, ce qui était intéressant, c'est que les scores génomiques, même dans les bas risques, on arrivait à récupérer quand même des patients qui avaient un risque métastatique, même dans les ISUP2. Je vous ai déjà montré cette étude, hein, qui stratifie bien, quel que soit le score ISUP, en fonction de 3 clusters, hein, les 2 premiers étant gène de fusion plus, le dernier gène de fusion moins. Donc les résultats pour l'instant, comme vous le voyez, sont sur la survie sans récidive après prostatectomie. Là, pour le coup, avec la question posée aujourd'hui, ce serait vraiment intéressant d'avoir quelque chose d'un peu plus poussé sur le risque métastatique et sur la survie spécifique. Donc là encore, il y a quand même quelques études comme ça de réalisation d'arbres phylogéniques faits à partir de cancers de prostate opérés mais qui étaient métastatiques à l'opération, c'est-à-dire en général qui avaient des métastases ganglionnaires. Et tous les foyers de ces tumeurs ont été analysés séparément, de même les foyers existants au niveau des ganglions lymphatiques. Et vous voyez l'association là sur les diagrammes du milieu entre ce qui se passe au niveau métastatique ganglionnaire et ce qui se passe au niveau des foyers de tumeurs primitives. Et on voit que souvent, d'un point de vue... Alors, il y avait à la fois des critères morphologiques, hein, comme vous pouvez voir, et également des critères moléculaires, ce qui est intéressant, parce qu'il faut vraiment associer les deux. Et ce qu'on voit, c'est que, en fait, quand il y a un contingent cribriforme, c'est ce contingent cribriforme que l'on va retrouver au niveau de la métastase. Donc, il faut vraiment se focaliser également sur ces anomalies morphologiques parce qu'elles sont souvent associées en fait à un comportement biologique agressif et à des anomalies moléculaires. Donc, quelques mots, bien sûr, hein, quand on parle de marqueurs d'agressivité et de risque de métastase, il faut aussi regarder le micro-environnement. Il y a pas mal d'études là-dedans. Là, c'est juste un exemple, hein, pour vous montrer au niveau d'un même patient les différences que l'on peut voir au niveau du micro-environnement vasculaire ou immunitaire
que ce soit au niveau du tissu normal, du foyer de bas risque, on va dire, et du foyer de haut risque. Et vous voyez qu'il y a une explosion du nombre de macrophages, notamment des macrophages M2, quand le risque métastatique augmente également. Donc, il y a aussi beaucoup à faire au niveau du micro-environnement tumoral. Enfin, quand on fait, on a dit ce matin, quand on fait une biopsie, on ne va pas forcément être représentatif de l'ensemble de la tumeur. Mais même au sein d'une biopsie, on peut ne pas être représentatif quand on analyse l'ensemble de la biopsie en même temps. Donc là, c'est une étude qui a été faite à Oxford par Sandy ici présente, d'après des résultats de transcriptomique spatiale qui avaient été publiés 1 an auparavant. Et elle a vraiment montré en étudiant pour chaque foyer présent au sein des biopsies virtuelles faites à partir de ces résultats de TS sur prostatectomie, que en fait, on avait une idée complètement faussée des scores génomiques et donc du risque métastatique quand on analysait l'ensemble de la biopsie par rapport à si on analyse vraiment des petites zones de scores ISUP différents au sein d'une même biopsie. Donc vraiment, il faut macro ou micro disséquer, mais vraiment aller, comme on disait tout à l'heure, vraiment à la boîte noire. Donc au total, pour essayer d'avancer sur cette identification de biomarqueurs prédictifs d'agressivité sur les biopsies prostatiques au diagnostic initial, il faut tenir compte des facteurs cliniques d'agressivité, c'est-à-dire la survie sans métastase et la survie spécifique, parce que c'est vraiment ce qui nous intéresse. Il faut que ces marqueurs aient une valeur ajoutée, bien sûr, par rapport aux critères morphologiques, l'ISUP, cribriforme, carcinome intraductal et autres marqueurs de pathologie défavorables qui ne sont pas toujours présents dans les grandes études, surtout sur des études rétrospectives où il n'y a pas eu forcément connaissance de ces marqueurs-là. Donc là, il faut vraiment, si on utilise des cohortes rétrospectives, il faut tout relire et il faut vraiment réévaluer ces marqueurs morphologiques avec les critères de 2024. Il faut que ce soit faisable, puisque là, on est sur du dépistage diagnostic précoce en pratique quotidienne. Et il faut que le facteur limitant, c'est la quantité de tissu. On est sur du biopsie, donc il ne faut pas avoir une quantité de tissu nécessaire très important. Et bien sûr, les facteurs socio-économiques, tout en tenant compte du problème de la représentativité sur les biopsies et de l'hétérogénéité même que l'on retrouve sur les biopsies prostatiques. Merci.